Salut à toi derrière ton écran et bienvenue dans ce 8e épisode du 7e Argument. Alors, ils sont toujours si forts et la rentrée s'est bien passée pour tout le monde, je crois. On est bien dirigé. Et je sais pas, mais en tout cas je fais de mon mieux. Donc un mois de cinéma s'est passé, le mois de septembre qui est chaque année un petit peu compliqué. Puisque c'est un mois pauvre, généralement, c'est un mois qui effectivement a du mal à ramener les gens en salle. On va vous parler de 4 films à 3 pour ce mois de septembre. Du coup, j'espère que vous avez hâte d'écouter nos avis sur les films qui sont en salle ou qui seront encore un petit peu en salle quand vous verrez cette vidéo. Voilà, on a fait une petite sélection. Je pense qu'il y aura des avis divergents, je ne sais pas. C'est pas encore trop concerté, mais je sens. Ton intuition je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà. Et on a le petit chat de Mathieu que vous connaissez très bien, mais cette fois-ci, on a une citrouille. Coralie a une citrouille. Donc Coralie est là, je vous ai pas. Il y a Coralie qui est là, il y a Mathieu qui est là. Et il y a Fabien qui est là. Et voilà. Et il y a une citrouille. Et pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité de la page et de notre chaîne YouTube, dans maintenant 2 semaines, il y a un court-métrage qui sort, prénommé Halloween, la véritable histoire. Et c'est l'autopromo dans la promo, mais parce que Coralie et Mathieu ont participé bien sûr à ce court-métrage. Oui. Vous risquez de les croiser dedans. Donc c'est un film qu'on a tourné il y a 1 an maintenant. Et déjà 1 an. Il sort pour ce Halloween. Donc voilà, la bande-annonce est sortie, n'hésitez pas à aller checker ça. Et puis j'espère que ça sera une bonne expérience pour vous. Est-ce que ça en a été une pour vous sympa, cette expérience d'Halloween ? Oui. Alors, intensive mais sympa. C'est-à-dire qu'on n'a pas chômé, mais par contre, on a bien rigolé et puis on a pris plaisir à le faire. Et puis moi, je n'étais jamais douté que c'était ça, l'histoire de Michael Myers. Voilà, la vraie, Fabien. Je vous en prie, la vraie origine. On peut dire dans les 2 sens qu'on s'est saigné pour le film. On s'est saigné. Oui, on peut dire ça comme ça. donc voilà, donc si vous avez la trouille, donc j'ai envie de dire citrouille devant ce film, égale bon sourire et on est content. Voilà, bon merci pour cette citrouille Coralie. On va passer maintenant effectivement à ce qui nous intéresse, à savoir notre avis sur les 4 films du mois de septembre. C'est parti, on commence avec la première vidéo, bonne annonce. De voir la première bande-annonce, la première vidéo de notre vlog de ce mois-ci, et c'est avec le film J'irai mourir dans les Carpates. Oui, donc vous avez vu que je suis affublé d'une belle chemise rouge. En fait là c'est Antoine. Un peu un fan. Je suis pas un petit fan, oui je suis un fan. Je suis un fan de ce personnage qui est Antoine de Maximi. Alors pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas, c'est un globe-trotteur, un vadrouilleur, un passionné de voyage qui depuis... Et de rencontres. Qui depuis de nombreuses années, alors je ne sais plus combien de temps, ça fait combien de temps que l'émission... 20 ans au moins. Ça fait j'aurais même bien 20 ans, ouais. Que l'émission J'irai dormir chez vous à la base existe, où il va rencontrer les différents peuples de notre monde, et il va essayer de dormir chez vous, et c'est pour créer des liens et avoir des vraies expériences sociales avec les gens. Voilà, et il a réalisé déjà 2 films documentaires donc vraiment inspirés de l'émission. Il y avait J'irai dormir à Hollywood, qui était fort sympathique, et il y avait J'irai dormir chez l'homme qui brûle, donc en lien avec le Burning Man, voilà, qui était dans un côté très documentaire. Et il y a 1 an, j'ai découvert qu'il lançait un financement participatif pour réaliser une sorte de docu-fiction liée du coup à J'irai dormir chez vous. Et il a récolté plus de 256 000 € via le financement juste participatif, donc c'était sur KissKissBankBank qu'il avait fait ça. Il a fait toute une tournée en France pour présenter son projet, ses voyages, et essayer de motiver les gens pour lui donner des 6 sous parce que c'est difficile de faire un film, encore plus en France, et encore plus quand c'est un peu décalé comme ce projet-là. Du coup, on a participé, nous aussi. On a participé, donc on a eu des petits goodies, donc c'est pour ça que j'ai la chemise. Là, du coup, on a un Antoine de Maximi bis, mais blond aux yeux bleus. Blond aux yeux bleus. Et voilà, donc c'était fort sympathique de le rencontrer, et en tout cas, on avait hâte de voir le film. Quand tu seras gris, tu ressembleras encore plus à Antoine. Ouais, c'est vrai. Moi, on fera un rapport, on mettra une photo. Encore plus, du coup, hâte de voir ce film. Et on a été le voir en salle. Et très rapidement,
on va résumer ça. Donc J'irai moi dans les Carpates, on suit Antoine de Maximi qui, comme tous les habitudes, commence son vlog voyage dans les Carpates, du coup, et à cause d'un malheureusement accident, il va disparaître. On va le présumer mort. On va revenir à Paris, on va recroiser les personnages qui sont joués par Alice Paul, qui joue sa monteuse de l'émission, et Max Boublil qui va enquêter effectivement sur cette affaire, puisque comme ils vont monter l'épisode un petit peu hommage, qui sera le dernier puisqu'il est censé être mort, il va y avoir une enquête dans les images et on va peut-être se demander si Antoine n'est pas vivant et que lui est-il vraiment arrivé. Voilà, une sorte de jeu de piste dans les images. Voilà, pour en dire le plus globalement possible. Avant de donner mon avis, j'ai assez parlé. Qui veut se lancer? Qui veut dire ce qu'il a pensé de ce film? Eh bien, Coralie. c'est parti. Du coup, le film d'Antoine de Maximi, je l'ai bien aimé. Après, j'ai pas eu de grandes surprises, parce que du coup, je savais un peu de quoi ça allait traiter, et finalement, ça retranscrit un peu ce qu'il fait en fait dans ses émissions. Donc là-dessus, pas de surprise, mais justement, quand je pense qu'il faut connaître un peu l'univers d'Antoine de Maximi pour voir à quoi se rapporte le film, parce que du coup, ça le rejoint, quoi. Et non, c'était sympa. Je trouve que c'est un film qui est sympathique à regarder. Rien de folichon, mais je l'ai trouvé quand même sympa. J'ai pris plaisir à le voir. Il y a des passages qui sont marrants, comme avec le stagiaire qui arrive et qui embête du coup... Alice Paul. Ouais, c'est Alice Paul, Alice c'est ça Paul, ouais. Alice Paul, et voilà. Non, il reste sympathique. Et puis, on avait l'impression en fait de voir encore une aventure d'Antoine de Maximi, donc c'est toujours plaisant. Et puis on était un peu dans l'univers de Dracula, donc voilà, c'était aussi sympa. Donc voilà, il était sympa. En fait, je m'attendais à ce genre de film, donc j'ai pas de déception, j'ai pas de grande surprise, mais j'ai pris plaisir à le voir. Ok, très bien. Mathieu, toi, qu'as-tu pensé de ce film? Eh ben moi, je n'avais jamais vu une émission J'irai dormir. Oui. J'irai dormir chez vous? Ouais. Moi, je t'avais parlé du personnage, je t'avais parlé du film. Je connaissais le concept de l'émission, mais je n'avais jamais vu un épisode. Donc j'avoue, je suis très casanier, mais j'ai pris plaisir à voir ce film parce que ce que j'ai remarqué, c'est que Antoine de Maximi donc fait une fiction et surtout dans sa partie justement fictionnelle, pas la partie journal en train de se monter. Oui, journal de bord. On voit justement qu'il a bien travaillé son concept de fiction, c'est-à-dire comment ça doit fonctionner. Alors, les mécanismes sont parfois un peu grossiers, ça demande un petit peu d'huile dans les engrenages, mais franchement, pour une première réalisation, c'est très bon, et on sent qu'il a toujours son amour du travail, donc il est bien entouré. Non, c'est un bon truc. C'est bien. Et est-ce que du coup... Pardon, vas-y, je t'en prie. Je trouve juste que ça suit aussi sa philosophie de vie. En fait, ce film, je trouve que ça suit sa dynamique et ce qu'il est et ce qu'il veut aussi renvoyer, quoi. Donc, non, c'est bien, je trouve. C'était un film quand même ambitieux et bien réalisé, quoi. Et est-ce que toi, tu avais du coup, avant le film, regardé une émission ou pas du tout? Donc tu n'as toujours rien regardé d'Antoine de Maximi? Voilà, je suis... alors, si, j'ai vu quelques trucs, parce que la seule émission en entier que j'ai vue, c'était J'irai dormir au Groenland. Ah oui, qui est un autre projet farfelu, effectivement, où c'était Mais là, ça dure 2 minutes, ça compte pas. Et les taux de dérision, oui, je l'avais vu aussi, d'ailleurs. Ok, très bien. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas tant de choses à dire, dans le sens où, effectivement, le film... moi, alors forcément, j'étais un fanboy d'Antoine de Maximi, je vais pas vous le cacher, vous l'avez compris. Mais surtout, j'attendais de voir, effectivement, j'étais quand même plutôt curieux du projet. Quand il nous l'avait présenté il y a 1 an, effectivement, carte sur table, on s'attendait. Il n'y a pas eu de surprise dans le sens où on s'est dit, ah, c'est pas du tout ce que nous avait vendu, ou on est déçu d'avoir donné limite de l'argent pour ça. Non, pas du tout, c'est un film qui existe, je suis content qu'il existe. Je suis content de voir que certaines boîtes de production prennent quand même des risques, puisqu'il n'en avait pas du tout au début, c'est parti avec un financement participatif. Il y a Apollo Film qui est le distributeur qui l'a suivi et qui a mis des sous ensuite après sur le projet. Et je suis content qu'il ait vu le jour. J'ai même envie de dire, alors je sais pas, on verra comment sa course en salle finira, mais je pense que c'est bien qu'il soit sorti dans une période un peu creuse, puisque peut-être ça va faire découvrir Antoine de Maximi aux gens, parce qu'il y a quand même pas mal de promos autour du film, il y a eu des bandes annonces même à la télé, maintenant ils commencent à remettre des bandes annonces. C'est ce que j'allais dire, à la télé il y avait même des promos sur... Il y a pas mal de promotions. Et du coup, c'est un film qui est modeste. C'est un film qui ne va pas vous mentir. C'est un film effectivement qui va suivre la philosophie, comme vous l'avez dit, d'Antoine de Maximi. C'est un manque effectivement un petit peu d'expérience sur certains points, comme tu l'as dit Mathieu. Je suis assez d'accord aussi avec toi. Mais il tient son concept de A à Z. Je dirais même que peut-être la première partie était un peu plus longue à démarrer. Je trouve qu'il y a quelques petites lenteurs
sur la première partie du film, mais après, une fois qu'on est vraiment... Mais c'est surtout parce que la première partie est didactique, pour faire comprendre ce que c'est que le montage, sur le montage à la télé. Et c'est ça que c'est à ça que sert le personnage du stagiaire, c'est qu'on va s'identifier plus au stagiaire. Et aussi, un truc intéressant sur le stagiaire par rapport à Alice Paul, c'est que là, on a Alice Paul qui donc joue Agnès la monteuse, qui est une vraie femme forte, parce que genre, c'est elle qui lance, qui croit vraiment à la survie de Maximi et qui fait l'enquête, tout ça. Et moi, ça me fait plaisir, dans notre période actuelle, de voir un personnage de femme forte, qui n'est pas forte parce qu'on dévalue les hommes à côté, mais c'est parce qu'elle est forte par elle-même. Et ça, je trouve que c'est un exemple, encore une fois, de personnage féminin. Et puis c'est les personnages moteurs du film, en plus, c'est qui va faire avancer vraiment l'enquête. Alors Max Boublil, en plus, il joue... Voilà, un peu le flic un peu... un petit procédurier, quand même. Ouais, et puis... Procédurier, mais bon, un peu... Je sais pas, un peu... C'est limite une stagiaire, en plus... par rapport à son travail, et puis stagiaire. On comprend que s'il suit l'enquête, c'est parce qu'il a peut-être un petit faible aussi pour la monteuse. Ah mais ça c'est donc c'est fortement explicite, donc effectivement c'est sympa de ce côté-là. Et le côté effectivement un peu peut-être trop didactique, mais le côté un petit peu pédagogique effectivement d'analyser les images. Alors il faudrait peut-être revoir le film une deuxième fois parce qu'il avait quand même vendu le film qu'effectivement on pouvait tout savoir limite avant que le dénouement avec le personnage d'Alice Paul et Max Boublil découvrent la vérité sur Antoine. Faudrait le revoir. Je suis peut-être pas effectivement conquis comme toi à ce niveau-là, mais faudrait le voir une deuxième fois. Ce qui dégageait aussi dans le film, c'est qu'à travers les images, il y a plein de détails en fait que des fois on loupe, qu'on manque et qui sont en fait hyper importants. Et là en fait justement, c'est ce qu'ils ont retranscrit aussi à travers le film, c'est de bien regarder en fait tout sur l'image parce qu'en fait chaque détail peut avoir son importance. Mais c'est pas facile à faire. Non. C'est pas facile à faire. Et effectivement dans un monde où les médias prennent le dessus sur les images, avoir une sorte de petit film fiction sur comment analyser peut-être une image, c'est assez intéressant et je pense que ça peut plaire beaucoup aux enfants ou en tout cas aux jeunes adultes. De faire un petit peu les petits détectives, de savoir un peu ce qui se passe aussi. De voir ce film, donc c'est un film qui s'adresse vraiment à toute la famille, mais effectivement je suis d'accord, il faut un petit peu s'intéresser ou connaître un minimum l'univers Antoine de Maximi, parce que si on connaît rien du tout, effectivement on va se dire c'est un objet un peu hybride qui peut être effectivement pas ouf à regarder quand on connaît rien du personnage. Mais moi je trouve qu'il se tient bien, qu'il fait le taf, il est plutôt, on sort avec le sourire après ce film. Non, et là où je suis contente en plus, c'est que Antoine de Maximi s'est quand même beaucoup investi, il a fait quand même le tour, on peut dire un peu de la France. Il a fait 2 tournées françaises pour présenter. Pour présenter son projet, pour nous solliciter, après, il a été rencontrer les gens. Bon bah après ça correspond aussi à sa personnalité, mais ce que je veux dire c'est que c'est quelqu'un d'entier, de gentil, et il va vers les autres. Voilà, nous on a été discuter un petit peu avec lui et c'est vrai que c'est quelqu'un de très ouvert. Donc voilà, bon, de toute façon ça se voit. Antoine, si tu regardes cette vidéo, on sait jamais, voilà. On te fait un coucou. T'as 2 fans là. On te fait un coucou. Voilà, et puis au niveau du casting, je trouve que tout se coule, c'est un casting qui tient la route. Voilà, je pense que on a hâte de voir si un jour il y a un autre projet un peu farfelu comme il aime bien le faire. Il fait très bien le documentaire. Premier pas pour une sorte de fiction plutôt bien réussie, donc pourquoi pas voir un J'irai mourir ou un J'irai dormir ailleurs. Voilà. Chez toi, Mathieu, peut-être. Pourquoi pas, mais avec le petit chat. Il fera vite le tour, hein, malheureusement. Ou chez toi, Coralie. Bah oui. Du coup, c'est chez toi et dort chez moi, ça veut dire. Bah oui, c'est pour ça. Donc chez nous. Voilà, ça en fait, c'est ce qu'on appelle. Bon, voilà, donc on vous conseille ce joli petit film qui est encore en salle et qui va rester, j'espère, encore un petit peu de temps pour que vous puissiez le découvrir. Voilà, bon, on va continuer. Snorricam à cassette sur 20. C'est clair. C'est vrai que c'était marrant de revoir les cassettes. Et il y a encore des gens qui bossent encore à la cassette et c'est toujours le charme. Et d'ailleurs, c'est aussi la clé de voûte du film parce que la cassette est un peu l'élément déclencheur. Très bien. Et écoute, on va passer au prochain film et c'est Cora qui va lancer la bande-annonce. Découvrir la deuxième bande-annonce de notre sélection de ce mois-ci, avec Antebellum. Alors, est-ce qu'il y a qu'on fait du latin ici?
Oui. Antebellum, ça veut dire Cora avant la a guerre. fait une tête, non pas du tout. Ah, pardon. Ça veut dire avant la guerre. Avant la guerre, c'est ça. Moi, je ne savais pas, j'ai regardé du coup après, j'avais pas fait de latin. Mais effectivement, ça veut dire exactement ceci. Oui. C'est réalisé par Gérard Bush et Christopher Renz, un duo américain qui a déjà bossé sur de la série notamment. Mais c'est leur premier long métrage de cinéma qui sort en salle. Et moi, j'ai été berné, même avant d'aller voir le film. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais l'impression... T'as pas vu la bande-annonce? Si, j'ai vu la bande-annonce, mais je l'avais oublié un peu. Et heureusement, d'ailleurs, je vous dis, si vous allez voir ce film, ne regardez pas la bande-annonce. Elle est vraiment horrible, parce qu'elle spoil de ouf. Mais surtout, j'ai été berné parce que quand j'ai vu la bande-annonce, j'avais vu 2-3 extraits, je m'attendais à un projet de Jordan Peele. Parce que franchement... Bah oui, tu pensais que c'était le réalisateur de Get Out et de Us. C'est Jordan Peele qui l'a fait. Alors, du coup, j'y ai cru aussi. Pas du tout. En fait, parce que ça s'inscrit dans un sous-genre qui est en train de se former, qui s'appelle la Black Horror, où justement c'est de l'horreur avec la question raciale en ligne de mire. Effectivement. Très bien Mathieu, tu l'as bien enchaîné, puisque effectivement, que nous raconte ce film? Bon alors, en sachant que l'époque est à Black Lives Matter, et que nous sommes ici assez peu divers, je vais quand même essayer d'y aller doucement. Pendant la guerre de sécession américaine, une esclave nommée Eden donc esclave dans une plantation sudiste qui appartient apparemment au général Lee, semblerait-il. Et donc elle vit sa vie malheureusement d'esclave entre travail forcé, humiliation, coups de fouet et viol, évidemment. Bref, toutes les horreurs que cette période horrible, cette société horrible pouvait créer contre d'autres êtres humains. Mais il se trouve qu'elle est aussi Véronica du XXIe siècle. Alors, pourquoi comment se fait-ce là, pas trop en dire, mais non. effectivement... Mais moi, au départ, je pensais que c'était une histoire de voyage dans le temps. Oui. Et il y a bien un voyage dans le temps, mais pas celui que vous imaginez. Effectivement. Voilà, on va pas trop spoiler, mais t'as bien dit, t'as bien présenté le contexte. Parce qu'effectivement, il est dur à résumer, parce que comme on peut parler que de on peut même pas dire l'accroche de pourquoi. En fait, on comprend qu'il se passe des choses assez bizarres autour d'un contexte qu'on pourrait effectivement déjà avoir vu. Et ce film-là le met en avant. Qu'as-tu pensé? J'étais très gêné, pas parce que ce qui passait était horrible, c'est une dénonciation de quelque chose d'horrible, ça je le savais déjà, mais c'est la façon dont c'est présenté. Là j'étais gêné dans le sens, alors je suis pas nietzschéen du tout. Tu n'es pas, pardon? Nietzschéen. Oui. Friedrich Nietzsche, il a des choses intéressantes, il y a des conneries aussi, mais là franchement, comme illustration du ressentiment nietzschéen, ça se pose là. Et j'étais vraiment, c'est normal que ça s'appelle Antebellum, et qu'actuellement, il y a des vides qui flambent sur des questions raciales. Parce que, effectivement, ça décrit bien cette volonté d'avoir une guerre raciale aux États-Unis, d'un côté comme de l'autre. Donc tu penses que le fait qu'il ait fait ce film, c'est pour provoquer? C'est pour moi, c'est vraiment pour dire que les Blancs sont intrinsèquement coupables, les Noirs sont intrinsèquement innocents, et que donc, il faut qu'à un moment, ça va péter. Alors, moi, personnellement, je suis partisan de contrat social, quelle que soit sa forme, c'est-à-dire que ce soit en communautarisme à la façon anglo-saxonne, ou que ce soit par assimilation, comme à la française, à l'école française. Mais s'il y a une guerre entre citoyens, une guerre civile, personne ne sera vainqueur. On va juste se faire du mal, et ensuite, qui va ramasser les cadavres Bref, ce film-là, alors, je comprends que ça cherche à l'exprimer, avec des images très belles, tout ça, mais c'est au niveau du fond, c'est l'un des pires messages qu'on puisse passer. Je veux dire, on se plaint de Trump raciste et tout ça, mais ça c'est du Trump niveau 2, quoi. Ouais, mais tu penses pas, parce que... Ça m'a fait très peur, à ce niveau-là. Ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, le contexte te fait sûrement dire et sûrement réagir par rapport à ça. Mais si on remonte, il n'y a pas si longtemps que ça, quand on remonte quelques années, quand Django est ressorti, la version de Tarantino, qui était un peu dans ce message-là, même s'il y avait quelques personnages blancs du côté de Django, il n'était pas guère plus gentil sur le propos. Si, parce que justement, il y avait une scène en particulier, c'est la première scène où il tue un blanc, et il hésite à le faire, parce que là, il voit, mais le gars est avec son gamin, c'est un père. Et là, c'est le docteur qui lui dit mais tu voulais pas tuer des blancs? Mais je veux pas tuer un père. Et là, c'est justement ce côté qui transcende la race, c'est effectivement le fait qu'on puisse tous être humains.
C'est-à-dire qu'il y avait quand même... Alors, Tarantino, il adore le côté violent, fun. Oui, là j'ai pris l'exemple parce que c'est ce qui me met en tête. Voilà, mais je veux dire, par rapport à 12 Years a Slave, qui lui, j'étais dans cette veine de séparation, de ségrégation raciale. Et qu'on revienne justement à cette idée qu'on devrait séparer les blancs et les noirs, bah, quelle est la différence d'avant Martin Luther King? Oui, alors est-ce que tu penses, du coup je vais peut-être enchaîner sur ce que j'en ai pensé, parce qu'effectivement j'avais pas du tout pensé, enfin moi j'ai pas réagi comme ça du tout par rapport au film. J'étais surpris de voir que c'était par Jordan Peele, de voir de quoi il nous allait emmener, et sans spoiler, hein, c'est vraiment difficile parce que du coup... Lui par contre, il explore la question raciale d'une manière beaucoup plus subtile je trouve, oui, et surtout beaucoup plus pour revenir à, pas un état avant la guerre, mais pour préparer une paix. En fait, le problème de comment on va parler du film, franchement, on peut pas spoiler la deuxième partie, et justement, je me dis, est-ce qu'on spoil pas pour pouvoir en parler? Parce que du coup, c'est important de savoir ce qui se passe à la fin, et qu'est-ce qui fait que Mathieu peut penser ça. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis vraiment désolé. Oui, spoiler. Non, mais spoil. Non, donc, alerte spoiler, quelques instants. Du coup, oui, effectivement, on va comprendre dans le dénouement du film que ça se passe actuellement, qu'il y a du coup une société qui va kidnapper des Noirs et reconstruire ce qui se passait effectivement, ce qui pouvait se passer avant avec les colonies et effectivement l'esclavage autour des champs de coton. Et du coup, moi ce que j'ai trouvé intéressant et ce qui j'ai trouvé du coup honnête et plutôt perspicace du film, c'est qu'effectivement le personnage qui s'appelle Eden dans on va dire la télé-réalité, on va appeler ça comme ça, dans le camp, oui, dans concentration, on peut même dire ça par lui. Et ben en fait elle est auteure à succès, elle écrit des choses sur l'égalité effectivement des hommes et des femmes, sur la question raciale. C'est un peu une femme politisée, hein, finalement. Totalement. Et il est engagé face à ce qui se passe effectivement avec le contexte d'aujourd'hui. Et je trouvais ça plutôt intéressant de mettre de partie la femme moderne actuelle qui se bat pour des valeurs qu'on aurait dû régler il y a déjà des années et des années. Et en même temps, effectivement, sans désigner de politique, mais effectivement ce problème de racistes, de gens qui veulent faire revivre en plus des choses horribles à des gens qui ont subi à cette chose. Donc moi je l'ai trouvé percutant, le film. J'ai pas trouvé forcément la mise en scène complètement convaincante, puisqu'effectivement des fois l'idée de base est là, il y a un côté quand même actionneur qui est quand même bien rythmé, les deux parallèles qui vont se joindre à bout. Peut-être certaines séquences que j'ai pas forcément trouvé très importante. Il y a certaines séquences sans spoiler dans le monde actuel où on a cette dame avant qu'elle soit kidnappée qui va au restaurant avec ses amis, qui va parler de choses et d'autres dans son appartement, qui pour moi font pas forcément toujours avancer le film. L'histoire, notamment le scène de repas avec une histoire de drague, je n'ai pas trouvé percutant et j'ai pas compris à quoi elle servait par rapport au reste du propos du film. Mais il est louable, et à la fin je me suis dit non, je pense que c'est nécessaire d'avoir un film comme ça. Effectivement ça peut provoquer des réactions comme la tienne Mathieu, mais moi je trouve que on devrait plus être choqué à nous dénoncer. En fait on dénonce ce qui se faisait avant avec un contexte actuel et en mêlant une histoire un petit peu horrifique comme ça, qui n'est pas forcément d'ailleurs un film d'horreur, mais une histoire un petit peu horrifique. Donc c'est quand même pour cœur bien accroché. J'ai aimé le film pour ce qu'il dénonçait, ce qu'il racontait. Et voilà. Cora, toi, qu'as-tu pensé? Est-ce que tu as été choquée? Est-ce que tu as été surprise par là où te menait le film? J'ai pas été choquée, j'étais un peu... j'ai un peu la même pensée que toi. Moi, j'ai aimé le propos du film parce qu'il faut pas oublier qu'aux États-Unis, il y a énormément de racisme, qui est toujours présent en fait. C'est pas quelque chose qui a disparu, hein. Il y a toujours beaucoup de racisme. Et moi, c'est quelque chose qui me dérange énormément, de savoir qu'il y a autant de racisme. Donc le film, de dénoncer justement ce racisme, sachant que c'est dans le contexte actuel, c'est un film justement qui pour moi est pertinent parce que ça dénonce en fait du racisme. Alors là c'est du racisme à son extrême, hein, parce que c'est revenir en fait des années en arrière, mais en même temps certains à mon avis qui sont très racistes, je me pose la question si ça les dérangerait pas de revenir à ce genre de choses. Ça dénonce, je te coupe 2 secondes, ça dénonce le racisme systémique en fait, voilà, c'est ça qui est horrible. En fait c'est donc, c'est important aussi de montrer ce genre de film justement pour montrer à quel point c'est grave en fait, et qu'on est tous humains, on est tous égaux, et que ce genre de choses en fait c'est juste
horrible en fait, c'est se traiter comme des objets, comme un rien en fait, et j'arrive même pas à concevoir ce genre de choses, mais bon après, voilà, donc non, moi je suis plutôt d'accord avec toi, je trouve que c'est un film qui dénonce en fait des choses qui sont graves, et ça dénonce le racisme sous sa forme du coup extrême, mais c'est important de le souligner parce que le racisme est toujours présent malheureusement dans nos sociétés. Encore plus aux States, donc avec voilà. les affaires de George Floyd, etc. Ouais, il y a, bref, avec les violences policières et tout ça, vous avez vu, je pense, la même chose que nous. Donc non, je pense que c'est un sujet qui est important à traiter, et j'aime beaucoup le fait que ce soit une femme, Black, qui soit l'héroïne en fait du film. On la voit comme une femme forte, comme une femme engagée, qui a envie de défendre ses valeurs, qui a envie de défendre les droits humains, qui veut montrer qu'en fait on est tous pareils, et voilà, enfin je trouve ça génial. Puis à côté, tu as cette espèce de comment on peut dire, de clan un peu, ouais, ça fait un peu Ku Klux Klan en fait finalement, qui vient tout chambouler et ramener cette idée que oui, le racisme est toujours bien présent. Quoi. En fait, je pense que le film, il peut peut-être partager dans le sens où effectivement, les deux points de vue se comprennent. Donc, moi, je suis effectivement plus d'accord avec Cora qu'avec ton côté, mais en fait, moi, les deux... Je sais très bien que je vais faire cancel. Non, même pas. Non, Mathieu, il y a rien de... Tout ce que tu as dit a été complètement... on peut le penser entièrement, c'est pas un problème, parce que tu es d'accord avec nous qu'il faut lutter contre le racisme, dans tous les cas. Bien sûr. Dans tous les cas, voilà. Mais je pense qu'il y a un côté peut-être... l'idée était facile de réaliser ce film-là dans un contexte aujourd'hui, mais il était nécessaire. Et en fait, ce côté facile dans sa construction et le côté nécessaire de provoquer des réactions, provoquer effectivement ça, je trouve que non, pour moi, c'était important. En plus, il sort dans un contexte où les élections politiques américaines se mettent très fortement en place. Non, moi, je trouve effectivement nécessaire. Et en plus, j'avais lu, si je ne me trompe pas, sur l'envie des réalisateurs de s'inspirer en plus d'un film qui a été fortement critiqué à l'époque, c'était Autant n'importe le vent. Oui. Et en fait, ils sont inspirés de la manière de la photographie d'un petit peu d'Autant n'importe le vent. D'une partie, oui, puisque Autant n'importe le vent a été réalisé par trois réalisateurs. Il y avait George Cukor, Victor Fleming et Sam Woods, si je me souviens, qui ont été virés donc, les uns après les autres, puisque le producteur David Selznick voulait tout contrôler là-dessus, si bien que ce film est un gloubi-boulga. Mais bon, il commence à tomber de son piédestal de totalement. C'est un film qui a été acclamé, qui avait gagné, il a gagné les Oscars à l'époque. En particulier le premier Oscar pour une femme noire. Donc, mais ce qui était dans le film était, aujourd'hui tu le regardes, c'est une catastrophe. C'est immonde. C'est une catastrophe. Ne serait-ce qu'au niveau technique, c'est sûr que ce soit bien indiscutable, mais aussi au niveau du fond, oui, c'est une à chier. Bon, on vous conseille Antebellum, puisqu'effectivement c'est un film nécessaire. En tout cas actuellement, et l'important c'est aussi que des films passent par les deux, par différentes réactions. Au moins ça fait réfléchir. Effectivement, tout à fait. Très bien, on continue avec la troisième sélection de ce mois-ci. On est prêt, on y va, on lance la bande annonce. Avec le troisième film de notre sélection. Plus léger. Beaucoup plus léger, oui, beaucoup plus léger, et qui est peut-être le film qui a fait le plus parler ce mois-ci. J'en ai beaucoup entendu parler, j'ai vu beaucoup de critiques sur Internet. Effectivement, il va peut-être prêter à débat ce film-là, puisqu'on va parler de Antoinette dans les Cévennes. Ça se passe dans les Cévennes, ça c'est fou. Ça, oui. Wow. Et c'est réalisé... Je sais pas, c'est une déduction. J'ai fait une enquête. C'est réalisé par Caroline Vignal. Il faisait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes de cette année. Et on a à la tête de ce film Laure Calamy, qu'on commence à bien connaître, Benjamin Laverne, Olivia Cotte, etc. etc. Et c'est Coralie qui va nous présenter, en tout cas nous pitcher le film.
Oui, donc du coup, Antoinette dans les Cévennes, donc alors ça raconte l'histoire d'Antoinette, qui du coup est maîtresse mais dans les deux sens, c'est-à-dire à la fois professeur des écoles, mais également l'amante du coup d'un des parents d'élèves, le papa, qui a quelqu'un pourtant qui est marié, voilà, et donc du coup elle a leur fille dans sa classe. Bref, c'est les vacances, c'est les grandes vacances. Et du coup, le couple part avec leur fille en vacances et Antoinette se dit bah tiens, je vais aller au même endroit qu'eux en espérant que finalement le mari se tourne plutôt vers elle que vers sa femme. Voilà, je n'en dis pas plus. On peut dire qu'elle va finir sa route. En fait, elle va faire un gros elle va essayer de suivre le même parcours du coup dans les Cévennes, le même parcours qu'eux en espérant les croiser. Sauf qu'elle est accompagnée d'un âne pour son périple. Et ça se transforme en quelque sorte en une thérapie animale. Ouais, puis c'est la tradition effectivement de parcourir en tout cas le parcours de montagne, la randonnée des Cévennes avec un âne. Est-ce que vous avez retenu pourquoi cette tradition? Pourquoi cette tradition? Non, dans le film ils en parlent, j'ai oublié, je vais pas me le cacher, mais tu peux nous le redire Mathieu, vas-y. C'est pourtant un truc, alors ils donnent l'histoire, il y a le bouquin, ils en parlent un petit peu souvent, c'est parce que Robert Louis Stevenson, donc celui qui a écrit entre autres L'île au trésor, était venu en France, dans les Cévennes, et il a fait un parcours avec un âne pour oublier justement une histoire où il était aussi avec une femme adultère. Voilà, ça y est. Et donc il en a tiré un bouquin, Voyage avec un âne dans les Cévennes. Et c'est ce qu'elle lit en fait. C'est ce qu'elle lit. C'est ce qu'elle lit. Quand justement on lui présente pourquoi est-ce que ce voyage-là peut se faire avec un âne, ce qui n'est pas obligatoire. Mais non, tout le monde se moque d'elle parce que plus personne ne le fait. En tout cas, les randonneurs plus assidus qu'elle croise ne veulent pas le faire. Ouais. Et donc là, elle a son âne et on attend Patrick. Évidemment. Très bien. Bon, je vais commencer par donner mon avis. Oui. On fait ça? Allez, Antoinette dans les Cévennes. Moi, j'adore Laure Cadavi. J'aime bien. Je pars sur ça parce que effectivement, c'est l'actrice qui m'a donné envie d'aller voir le film. Benjamin Laverne aussi, j'aime bien ce qu'il fait. Et là, j'ai été déçu par le film. Ouais, je n'ai pas spécialement aimé le film, je l'ai trouvé un petit peu trop fade dans sa construction. Dans le sens où j'ai pas envie que Laure Cadavi devienne la nouvelle Karine Viard, à vouloir jouer toujours les mêmes rôles en fait. Non mais j'ai un contre Karine Viard, mais je trouve que c'est partie de sa famille d'acteurs comme... Je vais prendre garde, je vais même percer le lapsus, je vais dire Christian Clavier que moi j'adore, qui aujourd'hui ne va jouer que les mêmes rôles, et on va le voir parce que c'est Christian Clavier qui fait ce même personnage. Karine Viard, je trouve qu'elle fait un petit peu ce même genre de personnage, et Laure Cadavi dans la zone de confort en fait. Laure Cadavi qui est un peu elle joue toujours des personnages assez solaires, assez innocents. Mais il y a toujours de la tromperie, regarde aussi dans 10%, elle avait ce même rôle en fait. Hein. Oui, exactement. Oui, c'est ça qui est un peu dommage, c'est que c'est vrai que ça, et même dans Seules les bêtes que tu as commencé à voir et que j'ai regardé, elle trompe aussi son mari. Bon bref, c'est vrai. Elle a même trompé en tout cas. C'est vrai. Mais là, elle ne m'a pas trompé puisque j'ai été déçu un petit peu de son personnage. Puisqu'effectivement, la construction du film fait qu'effectivement, au début, tu dis ça va être une simple histoire de tromperie. Est-ce que la femme du mari va apprendre la chose? Tu le sens venir. Et je trouve que c'est la deuxième partie du film qui, j'ai trouvé, tomber un petit peu à plat. C'est une très belle carte postale pour les Cévennes. Je pense d'ailleurs que le film va ramener des gens dans les prochaines belles saisons là-bas. C'est très bien, mais c'est ça le problème, c'est trop une carte postale pour être juste une carte postale. Du coup, effectivement, j'étais un peu déçu de la fin puisqu'il tombe un petit peu à plat. Je comprends effectivement cette histoire de thérapie animale via une personne qui va totalement l'écouter, auquel elle va se confronter, elle va s'assumer, elle va faire ressortir son vrai moi à l'intérieur. Mais les personnages qu'elle peut croiser sont vite expédiés ou n'ont pas trop de répercussions sur ce qui peut se passer. Il n'y a vraiment que l'âne qui est un personnage qui va faire évoluer le personnage principal, et c'est ça qui m'a un petit peu peut-être déçu, parce qu'en fait elle va à un endroit et puis à la fin du film c'est limite si elle repart juste tout simplement de l'endroit, et je m'attendais à un peu plus. Voilà. Moi j'ai été déçue aussi, parce que déjà on m'avait dit que... J'avais vu que les critiques étaient bonnes, du coup je me suis dit bon, à mon avis, il y a possibilité que le film me surprenne, et finalement je n'ai eu aucune surprise. Donc le début ça allait, je me suis dit bon, le film démarre bien et tout ça, et en fait pareil, vers le milieu du film, je commençais un petit peu à m'ennuyer. Et en fait il y a une scène aussi où j'ai pas du tout compris le délire, la scène où donc
je spoil gentiment, Oui, où finalement elle se met à passer une nuit dans la forêt plutôt que dans une auberge, et elle se réveille avec l'âne, et là c'est Blanche-Neige quoi. Elle se réveille et là les animaux viennent la découvrir, il y a un petit renard qui apparaît, il y a un petit lapin qui arrive, une petite biche qui est là derrière en train d'observer, mais qu'est-ce qu'elle fait? Il manquait plus le petit chat de Mathieu. Ah mais j'étais là et je me suis dit, mais il manquerait plus qu'elle se mette à chanter et c'est bon quoi. Et en fait j'ai pas compris, j'ai fait mais pourquoi ils ont fait ça? Ça m'a complètement, j'ai fait mais bon ok d'accord, ça devient vraiment fade, et du coup c'est vrai que ça m'a fait un peu décrocher. Après oui, le concept de la thérapie animale, je trouve ça sympa, mais le film m'a pas transcendé quoi. C'est pas pour moi, enfin j'étais un peu déçue parce que c'est vrai que je m'attendais à mieux, donc bon. C'était gentillet, on va dire. Après la fin n'a rien d'étonnant non plus. Voilà, elle se rend compte que le mec, finalement, c'est entre guillemets un con qui profite d'elle et qui s'amuse avec elle, mais qui finalement quittera jamais sa femme. Bon, voilà, c'est un peu le cliché, voilà, un peu déjà vu. Un peu, voilà, c'est pas surprenant. Mais voilà, la thérapie animale, oui, c'est bien. Et puis c'est vrai que les animaux, quand on a des animaux chez soi, que ce soit un chat ou quoi que ce soit, ils ont un sixième sens. Donc c'est vrai que des fois, ils ressentent des choses. Et puis, ils nous réconfortent, c'est vrai, les animaux là-dessus. Ce sont des gentils petits chouchous. Donc voilà, mais sinon, voilà, sans plus, franchement, sans plus pour moi. C'est justement, j'étais un peu surprise de voir qu'il était aussi bien critiqué. Parce que, bon... Aussi bien avant. De mémoire, je crois que c'est le deuxième long métrage de Caroline Vignal, qui avait fait un film il y a 10 ans avant, si je ne me trompe pas. Mais j'ai plus le nom en tête. Mais toi, Mathieu, es-tu d'accord avec nous, ou toi, tu as plus apprécié le film? Alors, je suis assez d'accord avec vous. Je n'ai pas apprécié le film outre mesure. Donc photographie belle. J'ai bien aimé le côté des personnages, la façon dont ils sont campés, bien joués. Campés parce que c'est une randonnée ou... Non, campés dans le sens, c'est qu'ils ont bien écrit dans le sens qu'ils ont chacun un caractère. C'est-à-dire ils font groupe, mais ils font pas juste succession de clones. Donc ça c'est intéressant. Là où ce film m'intéressait en fait, c'est après l'avoir vu, je me suis rendu compte d'un truc. Il y a pas mal de films avec lesquels j'ai du mal au niveau scénaristique. Et je crois que j'ai compris avec ce film pourquoi. Alors, c'est de la théorie scénaristique, voilà, théorie scénaristique. Mais je pense, on est habitué à avoir des films dialectiques, c'est-à-dire on a un personnage qui est confronté à un autre personnage ou un événement, un obstacle, et cette confrontation va le faire évoluer et grandir, le faire changer. Et puis, il y a les films un peu comme Antoine dans les Cévennes, qui sont, selon moi, soliptiques. Ça veut dire que, justement, c'est autour d'un personnage, mais qui n'est pas en dialectique avec un autre personnage qui serait son égal, son opposé, son miroir, qui lui permettrait de se dépasser. Mais au contraire, c'est comme si le personnage central était un axe et tout tournait autour de lui. Et c'est en fait la configuration de cette roue métaphorique qui fait avancer l'histoire. Comme s'il n'y avait pas d'antagoniste ou vraiment pas forcément d'antagoniste, mais c'est qu'en fait, ils vont pour être eux-mêmes, mais pas pour se découvrir, mais pour rester eux-mêmes. Et c'est un truc par exemple qui avait été reproché à la famille Bélier, chose avec laquelle je ne suis pas d'accord. Justement, là il y a un grand changement, c'est que justement on arrive au bout de sa volonté. Un scénario quand même plus classique dans sa construction en tout cas. Bien sûr, mais ce film-là, ou par exemple Jusqu'à la garde que vous aimez bien, pour moi, ce sont des films soliptiques. C'est-à-dire, pour le dire simplement, c'est un point de vue qui est le seul axe de compréhension du monde du film. Ok. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et ça, je trouve que enfin, en tout cas, ça m'a fait plaisir d'avoir cette séance pour découvrir ça. En espérant, j'espère que je me trompe pas, je peux dire une connerie. Mais non, mais sinon, j'aurais bien envie d'aller dans les Cévennes. J'irai dormir dans les Cévennes. Mais à ce niveau-là, on peut aller faire des vacances on va tous être dans les Cévennes, je pense. Après, après, c'est vrai qu'on a l'impression de l'avoir descendu, mais je descends, c'est qu'un film que je me rappellerai peut-être pas dans un an. C'est juste que j'ai été déçu, effectivement, de la trajectoire du film. Après, il y a des moments, il y a des séquences intéressantes. Il y a justement des moments de dialogue qui sont très sympas. Le moment où, effectivement, on sent la confrontation entre le triangle amoureux. Le dialogue est plutôt surprenant et puis arrive vraiment d'une façon très brute et très logique, j'ai envie de dire. Et il y a certaines facilités qu'il a même à éviter.
Et puis même certains dialogues, toute la première partie où du coup le personnage d'Antoinette va se confronter à des vrais randonneurs qui ont l'habitude du terrain. Il y a des points de vue différents autour d'une table et effectivement je trouve que c'est intéressant parce que le film n'est pas fermé dans une seule vision de la chose et ce qui peut-être se rapprocher effectivement à ce que tu viens de nous raconter Mathieu. Donc non, c'est pas un mauvais film. Effectivement, je comprends juste peut-être pas pourquoi il faisait partie d'une sélection officielle de Cannes. À ce niveau-là. Peut-être que c'est ça qui effectivement m'a fait dire bon, on s'attendait peut-être à plus percutant, à plus fort que cette histoire, mais ce n'est pas un mauvais film. Hein, ce n'est pas du tout ce qu'on vous dit. Au contraire, donc voilà. Bon, ben voilà, Antoinette dans les Cévennes. Ouais, regardez si vous voulez voir une belle carte postale. Voilà, des Cévennes. Très bien, et bah, écoutez, on va passer au dernier film. C'est parti, 3, 2, 1. Bonne annonce. Clôturer ce vlog, cette critique, cette émission par le dernier film qui est le plus récent à être sorti, puisqu'il vient de sortir fin septembre. C'est Blackbird, réalisé par Roger Michel, je pense plutôt, puisque c'est le réalisateur, rappelez-vous, de Coup de foudre à Notting Hill. Voilà, j'avais même pas tilté sur l'instant, parce que j'avais oublié son nom, pour être franc. Il a fait pas mal de choses, mais c'est le film le plus notable qu'on peut, je pense, de classer le grand public, c'est bien celui-ci. Le plus connu. Le plus connu. Blackbird, qu'est-ce que ça nous raconte? Ça nous raconte. Ce n'est pas la suite de Whitebird de Greg Araki, on précise. Effectivement, c'est bien de le préciser. Ou la suite des oiseaux de Hitchcock, on pourrait partir sur ça. Mais non, c'est beaucoup plus. Ou la suite de Black Swan. Ou la suite de Black Swan, effectivement. On va pouvoir en faire plein. Ou Chicken Run. On va terminer comme ça. Que dire? Donc effectivement, on suit l'histoire, je vais essayer d'être très évasif sur l'histoire, pour pas trop en dévoiler, puisqu'on va être initié à suivre une famille, on va être au cœur d'une famille, puisque cette famille va se réunir, une famille plutôt effectivement un petit peu un petit peu séparée par des mouvements de vie. Voilà, va devoir tous se retrouver pour qu'une chose importante se déroule, en tout cas un drame, puisque la mère de cette famille est atteinte d'une maladie qui est incurable. Voilà, qui est dite dégénérative et incurable. Elle va du coup décider de vouloir mettre fin à ses jours d'une manière plutôt peut-être élégante et peut-être un petit peu illégale aussi, mais en tout cas, toute la famille va se conforter à accepter son choix et à accepter la vision de cette femme qui veut mettre fin à ses jours, mais avant, elle veut passer de belles journées avec sa famille, essayer de retisser quelques liens avec certaines de ses filles, ou en tout cas avec son entourage, et essayer de partir en paix avec tout le monde. Voilà, c'était difficile je n'étais pas préparé à pitcher le film, mais c'est ce que veut raconter le film. On a au casting, puisqu'il faut en parler, puisqu'il y a du grand casting, on a Suzanne Sarandon, on a Kate Winslet, on a alors Mia, je vais dire son nom, mais je ne vais pas l'écorcher. Wasikowska. Qui était presque. Moi aussi. On a Sam Neill, on a Ren Wilson, etc. Lindsay Duncan aussi qui est connue. Voilà, on a un beau casting, une belle palette d'acteurs qui viennent devant la caméra. C'est un film qui a été très peu vendu, je trouve, qui n'a pas eu bénéficié de beaucoup de promos. Moi, j'ai vu les affiches qu'il y a 2 semaines à peine. Il n'y a pas eu de pub à la télé. C'est la film qui que ça. Je sais pas pourquoi, mais moi, ce film-là, j'ai entendu parler. Alors, par contre, je ne me souviens plus où, mais des films à sortir récemment,
c'est un de ceux qui m'avait été le plus, que j'avais le plus vu. Non, parce que nous on avait vu l'affiche qui est pas folle d'ailleurs, il y a les trois personnages féminins principaux qui sont sur l'affiche. Bah, c'est vraiment la bande-annonce quand on l'a vu qui nous a attirés. Qui nous a attirés à aller voir ce film et on n'est pas déçus de l'avoir vu. En tout cas, et le casting bien sûr. Bien sûr. Parce que purée, pour le casting qu'il y a eu quand même, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de promo quoi. Ah oui. Plus de mise en avant. Puisque c'est un film qu'il faut voir, on va vous le dire maintenant. Mathieu, toi, qu'as-tu pensé de Blackbird? Je pense que ce film a un défaut. Un seul. C'est qu'il a une fin. Non, c'est que il est tiré. Donc le scénario a été écrit par l'auteur du livre d'origine. D'accord. Et le livre d'origine s'appelait Silent Heart, qui est un meilleur film que Blackbird, meilleur titre pardon que Blackbird. Donc, sinon le reste, c'est superbe. Ah donc le titre qui est pas bon. Voilà. Bon, ça va. J'ai dit un seul défaut. Ça va. Sinon, pour moi, c'est un film. Alors déjà, c'est un huis clos, donc ça fait du bien. J'adore les huis clos. C'est un huis clos bien pensé. En gros. Pour moi, il me fait penser à Juste la fin du monde de Xavier Dolan, mais avec des gens qui, cette fois, se parlent pour dire des choses et pas se disent des choses pour ne rien dire. Donc, oui, j'ai un problème avec l'écriture de Xavier Dolan. On avait compris. Mais là, par contre, c'est sur la même question, c'est sur la question d'une personne qui va mourir. Moi, après Juste la fin du monde, je savais toujours pas ce qui allait se passer. Les Cora, c'est un peu pareil. Voilà. Par contre, là, le truc qui est expliqué, donc on voit les enjeux, on voit les dynamiques, on a la même structure de base qui est que justement des personnes vont être souvent par groupe de 2 pour se discuter, et comme ça on a la dynamique de chacun avec chacun. Et comment est-ce qu'ils vivent cet événement. Et la manière dont c'est fait, en plus avec une progression dramatique qui est très bonne, très bien gérée, par de super acteurs, et même si je l'ai vu en VF, la VF est belle et bonne, elle est bien faite. Quelques moments où c'est pas complètement raccord, je crois, les lèvres, mais c'est. Non, c'est pour titiller. Un film 9,5 sur 10. Voilà. Ah oui, donc Mathieu, gros coup de cœur. Ah oui, gros coup de cœur. Très gros coup de cœur. Courage, je t'en prie. Je terminerai. Non, ou tu veux que j'enchaîne? Non, je lui dis. Vas-y. Très positif. Moi, Blackbird, j'ai beaucoup aimé aussi. Il m'a vraiment chamboulé en fait. J'ai beaucoup pleuré. Voilà, mais après, je l'ai trouvé juste. Les acteurs jouent vraiment très très bien. Et en fait, je trouve que tout le long du film, on comprend la souffrance de chacun des personnages. Parce qu'ils ont tous une souffrance qu'ils montrent d'une façon en plus qui est complètement différente. Et on la comprend et on la ressent en fait avec eux. Donc non, très bien joué, très beau film. Moi, il y a juste un passage qui m'a, comment dire, où j'étais choquée. Non, c'est pas le un climax défaut. du film. C'est plus quelque chose qui, une révélation qu'il a. Ça m'a fait vraiment très mal au cœur en fait. J'ai vraiment été heurtée parce qu'en fait j'étais tellement dans le film, j'étais tellement chamboulée. En plus c'était un moment où en plus je pleurais sans le cacher. Et en fait je vois donc bon, là je vais spoiler, donc je préviens. Je vois la scène où il y a Sam Neill, donc il joue, comment il s'appelle le père dedans. Paul. Donc le père est du coup la meilleure amie de la mère là, qui veut mettre fin à ses jours, la Lise, où on voit qu'ils s'embrassent dans la cuisine. Et ça m'a fait tellement mal au cœur en fait, je me suis dit mais non, parce que je voyais vraiment le couple comme solide, dans le sens qu'il y a sa femme qui essaye de faire comme elle peut, elle voit que petit à petit, son corps ne réagit plus, ne répond plus, et qu'elle sait qu'elle va devoir mettre fin à ses jours, et c'est horrible. Et lui, qui est tout le temps là pour elle, qui lui prépare ses jus de fruits, qui l'aide comme il peut, et elle sent, elle a envie de se débrouiller quand même, elle a envie de garder son indépendance, parce que c'est vrai qu'on n'a pas envie de dépendre de quelqu'un toute notre vie, voilà, sa dignité. Et du coup, je m'étais dit vraiment, ils ont un amour où ils sont liés ensemble. Je pensais vraiment que le mari, ça allait être une grosse déchirure. Et là, on les voit s'embrasser et on comprend qu'il y a une sorte de liaison. Alors, on ne sait pas exactement tout, parce qu'il y aurait soi-disant une des filles qui aurait vu il y a 8 ans quelque chose déjà. Et là, finalement, la maman qui révèle... De quoi ? Oui, quand elle avait 8 ans. Oui, pardon, quand elle avait 8 ans. Et bon bref, il y a la mère qui révèle aux filles comme quoi elle a accepté, elle les a limite forcées à se mettre ensemble et à avoir une liaison depuis qu'elle a su pour sa maladie. Oui, mais sa maladie, elle date pas de sa fille quand elle avait 8 ans. Donc il y a des choses qui m'ont dérangée dans le sens que j'ai été choquée en fait, et ça m'a vraiment fait mal au cœur en fait de voir que
il se passait ça dans son dos et qu'elle a vécu une chose horrible, qu'elle allait mettre fin à ses jours et qu'elle allait savoir que elle, pour le bien de son mari, etc., elle a envie qu'il soit heureux, elle veut qu'il se remette avec quelqu'un qui retrouve le bonheur. Mais pour moi, tu ne retrouves pas le bonheur directement, tu dois avoir une période de deuil. Donc comment tu peux... Ça veut dire que ce serait quoi, une relation pansement, quelque chose de... Tu peux pas directement te mettre avec quelqu'un alors que tu es avec une femme avec qui tu as eu des enfants, avec qui dont tu t'es occupé. Et là, passer à cette transition-là, ça m'a choquée en fait. Et j'étais pas contente, hein. J'étais pas contente parce que... Oui, ça m'a chamboulée et c'est vrai que j'aurais réagi un peu comme les filles en fait, comme les filles en mode mais c'est quoi ce bordel? Ça veut dire que le film a bien fait son boulot parce que... le film a fait son boulot parce que j'ai tout ressenti les émotions. Surtout donc par la suite. Voilà. Vas-y, rebondis. Oui, vas-y, finissez sur ça. C'est expliqué que donc le couple, adultère qui s'est formé sur demande justement de la mère malade, s'est formé depuis à peine quelques années, une ou deux sans doute, mais que justement c'est par demande. Donc c'est en fait la mère prépare le deuil de toute sa famille, et elle le fait comme ça. Justement, c'est pour qu'il puisse passer le deuil. Je comprends, mais tu peux pas décider à la place de quelqu'un en disant pour que tu fasses ton deuil, mets-toi avec cette personne. En fait, il faut que ce soit un choix volontaire. Et là, quand elle a dit je les ai limite forcés, ce n'est pas quelque chose de forcément consenti. Mais après, on comprend que du coup, avec ce qu'ont dit les deux sœurs en se disant que l'une avait vu quand elle avait 8 ans quelque chose, c'est ça qui m'a choquée en fait, c'est qu'il y avait quelque chose qui se tramait derrière elle depuis bien plus longtemps que ça. Et c'est ça où je me suis dit, mais waouh, je viens de me prendre une claque et émotionnellement ça a été donc non, le film a très bien marché sur moi, ça c'est sûr que j'ai ressenti beaucoup de choses, c'était attendrissant, les personnages sont touchants, ça joue bien, l'émotion est là et j'ai eu de la colère, donc voilà, j'ai eu un peu de tout. Et d'ailleurs, à vous entendre, je finis juste sur ce point avant de donner mon avis général. Le spoiler. Oui, le spoiler. Effectivement, à vous entendre et vous écouter, d'ailleurs, je me demande d'ailleurs, parce que c'est une réunion de famille qui est sous-entendue, tout au long du film, on sait qu'elle va annoncer effectivement qu'elle assume d'aller vouloir mourir. On est aussi en famille avant. Effectivement, et ce qu'on peut rajouter, et ce qui est pas négligeable, c'est qu'effectivement, le père est médecin en plus à la base, et c'est lui qui a effectivement approuvé le fait qu'elle pourrait pas s'en remettre et qu'il n'y avait pas de remède à cette maladie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est poussé? Mais en même temps, j'ai envie de me dire, est-ce que la vraie déclaration du film, c'est pas effectivement dire que son mari il va continuer sa vie avec Lise? Est-ce qu'elle n'allait pas le dire avant qu'elle aille mourir? On ne sait pas ça, puisque on nous l'amène de façon à qu'on est voyeuriste du méfait, de ce qui se passe. Est-ce que les sœurs soient au courant du coup de ce qui se passe et qu'elles interviennent et elles comprennent aussi peut-être certaines choses par rapport au père? Voilà, donc je me dis, est-ce qu'elle n'allait pas le dire en plus et le dire à toute la famille avant même de mourir si personne n'avait rien su? C'est la question qu'on peut se poser. Et c'est pour ça que le film il est fort. Et du coup, je vais donner mon avis global. C'est un très bon film. Très bon film, je suis d'accord à peu près avec tout ce que vous avez dit, des personnages touchants, des personnages forts, des personnages bien développés, même si certains sont plus mis en avant. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement d'avoir ces confrontations, comme tu l'as dit Mathieu, entre deux personnages, les deux sœurs qui ont une relation qui est compliquée, le mari et la femme qui ont une relation où on a l'impression que tout s'est dit, tout s'est fait et qu'on arrive à la fin, mais on apprend des choses qui vont rebasculer toute la dynamique du film. On a effectivement la question sur une fille qui a des problèmes et qui en plus est en couple difficilement avec une personne. On a le côté du copain de la fille qui est un peu de côté, qui est un peu le rigolo de service, qui va se révéler. Qui est un peu le boulet. C'est même pas le boulet, je veux plus la victime, parce qu'en fait à chaque fois... Ils se moquent de lui quand même, ils prennent un peu... Limite ils disent oui c'est bien, oui c'est ça. Puis ils tournent un peu l'œil, tu vois, c'est plus la victime que le boulet. Et quand il se rebelle, par contre, ça fait du bien aussi. Et même le jeune ado qu'on aurait pu hyper stéréotyper, qui effectivement... Qui fait du rap. Qui fait du rap, mais qui est très juste dans sa prestation, et qui montre un côté positif aussi de l'adolescence. Et ça, c'était intéressant. Je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit, je suis assez entièrement d'accord avec vous. Et effectivement, ce climax, qui est le spoil qu'on vient de dévoiler juste avant, et pour moi, je pense que j'ai aimé encore plus le film parce qu'il m'a fait du mal aussi. Moi aussi, ça m'a mis en colère. Moi aussi, j'ai pas compris pourquoi on voulait nous amener à ça. Non, mais en plus, sa meilleure pote et son mari, mais la pire chose. Quoi. Mais j'ai envie de me dire que on peut comprendre, même si c'est pas notre point de vue, que c'est pas votre point de vue, que certaines personnes veulent partir en paix au sens large. Donc effectivement, on veut voir que son mari, et même si son mari, je le sens un petit peu poussé à devoir faire ça, et peut-être qu'ils n'ont pas
foncièrement envie, même s'ils s'embrassent. On sait pas, parce sait que pas. vu qu'il y a en plus l'histoire de la sœur qui, quand elle a eu 8 ans, a vu quelque chose, on ne sait rien en fait. On peut juste supposer que soi-disant ils se sentent peut-être un petit peu forcés et que sa femme fait ça, parce qu'en fait ce qu'on comprend aussi c'est que la mère est dans le contrôle, qu'elle aime bien contrôler, qu'elle veut pas trop montrer ses faiblesses, et donc du coup comme elle veut contrôler, elle veut faire en sorte que son mari soit bien, et donc du coup continue sa vie et reste dans cette démarche-là. Mais à mon avis, il y a des choses du passé qu'elle ne sait pas, qui auraient pu changer la donne avant qu'elle soit malade en fait. Peut-être. Mais n'oublions pas qu'elles ont fait Woodstock et qu'elles étaient pour l'amour libre. Oui, aussi. c'est Donc vrai. il y a on oublie ça. il y a ça comme préparation. Ouais, c'est vrai. Et je me dis que justement, ce côté-là, c'est qu'en même temps, il y a une déconstruction de l'idée, justement, l'amour libre, c'est ça ce qu'il faut, puisque justement, le personnage de Lise dit qu'elle regrette finalement d'avoir batifolé et de ne pas avoir construit. Donc il y a à la fois la thèse et l'antithèse dans le film. Ce qui est bien, ça veut dire que justement, il faut pousser les spectateurs à se poser la question. Moi, par exemple, par principe, je suis contre l'euthanasie, mais quand je vois quelqu'un qui souffre et qui est maintenu en vie, c'est-à-dire acharnement thérapeutique, ça, je suis contre. Mais en même temps, ça veut dire que si on arrête de s'acharner thérapeutiquement, cette personne va mourir, donc c'est la même chose qu'une euthanasie. Et donc là-dessus, moi-même, je suis pris en défaut. Et là, je suis d'accord, effectivement. Dans ce cas, l'euthanasie, ça devrait être soit un droit, façon belge, tout ça, soit au contraire, ça reste un crime dans l'idée de base, mais qu'on puisse le voir comme une circonstance atténuante. Et surtout que là, dans le film, il y a des idées. Ils veulent le mettre en scène en fait, ils veulent faire croire à un accident d'ailleurs. On va faire croire à un accident mis en scène. C'est vraiment un film très intelligent. Ouais. Non, c'est un film très très fort, un film intelligent qui va effectivement vous faire pleurer, vous faire poser des questions, vous mettre en face avec les émotions que vous avez pu sentir ou dans votre famille, parce que toutes les familles ont des histoires complexes et celle-ci est un exemple en tout cas bien mis en scène. Bon, voilà, c'est notre sélection de ce mois de septembre. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère que ces films vous ont donné envie de les voir, de les découvrir si vous ne les avez pas vus. Allez au cinéma, il faut continuer à aller au cinéma. La fin d'année s'annonce pour l'instant avec surprise, puisque les sorties ne sont pas encore pour l'instant très sur une longue date. On ne sait pas trop ce qui va rester encore à l'affiche, ce qui va arriver. J'espère qu'on aura du Kaamelott et du James Bond vraiment en cette fin d'année. Ça ferait du bien aussi. Donc on verra jusqu'au août 2020, va nous porter avec le 7e art. Voilà, en tout cas le 7e argument, il reviendra du coup le mois prochain et on va finir avec cette phrase qui va devenir notre signature. Il y a des choses que l'on voit avec ses yeux et d'autres que l'on voit avec le cœur. Avec son cœur, effectivement. Très bien, et on se retrouve le mois prochain pour le mois d'octobre, en tout cas passé sous le crible. 3, 2, 1, ciao.